Bien, monsieur le préfet, messieurs les préfets, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, madame la présidente de l'agglomération, mesdames et messieurs, monsieur le président. Pour citer un natif du pays, j'ai compris qu'André Dusselier était de ce département. Dans une revue très scientifique, puisqu'il s'agit de Téléstar, l'important c'est de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. C'est quasiment du Jean-Pierre Raffarin. Et je suis ravi d'être avec vous ici, au creux de cette belle vallée, pour définir avec vous, ou présenter avec vous, la pente montante que nous devons gravir ensemble, monsieur le président, mesdames et messieurs, celle qui intègre pleinement la sécurité privée comme quatrième force de sécurité de notre pays, après la police, la gendarmerie, la police municipale, la sécurité privée, comme vous le savez mieux que personne, vous qui êtes des professionnels de la profession, contribue de manière décisive à la sécurité de notre pays, dans ce que nous définissons comme le continuum de sécurité. Et alors, la préparation de la Coupe du Monde de rugby, monsieur le président, c'est même encore plus tôt que les Jeux Olympiques, puisque désormais, dans moins d'un an, nous accueillerons ce grand événement sportif, et bien sûr des Jeux olympiques et paralympiques. Il est important que nous soyons tous, comme vous l'êtes, comme je crois le ministère de l'Intérieur l'est, comme le ministère des Sports, dans les starting blocks et tendus vers la même réussite pour gravir cette pente. L'an dernier, à votre congrès de Marseille, j'avais suivi avec intérêt vos travaux, quelques mois après l'adoption de la loi pour la sécurité globale, une étape majeure pour la sécurité privée, dans l'inscription pleine et entière de votre activité professionnelle dans les forces de sécurité de notre pays. Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs, nous avons la même ambition, je crois, ensemble, pour la sécurité en France. Il faut que nous puissions avoir des objectifs, puis ensuite y mettre des moyens et des exigences pour y parvenir. Le gouvernement sait qu'il peut compter sur des chefs d'entreprise courageux et des salariés courageux pour relever les grands défis qui s'imposent à notre pays. Cette pente ascendante que nous prenons vise la même ambition pour les Français et pour la France, celle d'assurer la sécurité des grands événements qui vont permettre sans doute d'attirer encore plus, de transformer encore plus nos métiers au sens large du terme, pour ensuite avoir un héritage et permettre une meilleure présence de la sécurité privée dans l'ensemble des lieux, activités économiques, culturelles, sportifs, sociaux, dans les collectivités locales comme auprès de l'État, auprès du monde de l'entreprise comme auprès du monde associatif. L'État, vous le savez, est évidemment mobilisé comme toutes les forces de sécurité publique pour réussir ces Jeux Olympiques. Et pour réussir les Jeux Olympiques, il faut deux choses. Il faut gagner des médailles. Bon, ça, c'est pas tout à fait moi ou nous, je crois, en tout cas, qui allons réussir à le faire. Et il faut bien organiser les grands événements sportifs. Et vous le savez que sur décision du président de la République et de la Première ministre, il a été confié au ministre de l'Intérieur d'avoir le monopole dans l'organisation de la sécurité de ces deux grands événements sportifs. Or, au service de la sécurité en France, les pouvoirs publics ont besoin d'interlocuteurs représentatifs, monsieur le président, puissants, fédérateurs. Et comme toute organisation humaine, la sécurité privée n'en fait sans doute pas exception. Elle est plus forte, cette organisation, quand elle est unie. Je veux donc saluer ici le travail que vous accomplissez, monsieur le président, qui savait porter avec pédagogie et conviction vos préoccupations, celles de vos adhérents et plus largement de l'ensemble du secteur. Je vous réitère tous mes souhaits de réussite dans le mandat qui vous a été confié par vos pairs. Au service de la sécurité des Français, il faut que nous puissions monter en puissance, comme la loi du 25 mai 2021 vous y a encouragé et peut-être un peu obligé. L'encadrement de la sous-traitance, entré en vigueur en mai dernier, qui permet de responsabiliser tous les acteurs, les prestataires comme les donneurs d'ordre. Le législateur a aussi souhaité, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi et particulièrement modifiée par le Parlement des deux chambres, je salue ici l'un des rapporteurs, Charles-Loïc Hervé, a permis de donner des signaux forts de reconnaissance, dans la circonstance, vous l'avez dit, aggravante en cas d'agression, la capacité d'agir sur la voie publique pour protéger les biens dont ils ont la garde, un grand débat politique dont on est sorti après 6 heures de discussion, la suppression de l'agrément préalable pour effectuer les palpations de sécurité, pour essayer de simplifier vos actions, et la mise en place d'une identification propre au métier de la sécurité privée.
je veux dire ici que l'État lui-même a imposé aux policiers et aux gendarmes cette identification il y a quelques années, et qu'il était normal que tous les acteurs qui avaient des pouvoirs supplémentaires puissent être également identifiés par nos concitoyens. Ces nouvelles compétences s'accompagnent bien sûr de nouvelles responsabilités, et c'est pour cela que nous attendons désormais de la 4e force de sécurité du pays de veiller, comme la police municipale, comme la gendarmerie et la police nationale, dont je salue les chefs locaux ici présents, d'accroître la qualité et le nombre de recrutements, de faire respecter les valeurs de la République et faire en sorte que ces agents se conduisent toujours de manière exemplaire, en toutes circonstances. En effet, on ne peut renforcer le continuum de sécurité en laissant substituer des faiblesses structurelles, car celles-ci vous seraient reprochées. Notre approche, vous la connaissez, Monsieur le Président, inflexible sur les objectifs, c'est bien normal, mais ouverte sur les propositions concrètes. Pour mettre en œuvre les exigences inscrites dans la loi, il faut que nous puissions discuter des problèmes, mais en même temps rappeler ces objectifs qui ne peuvent pas être modifiés, d'abord parce que le législateur s'est prononcé, validé par le Conseil constitutionnel, et parce qu'il s'agit là de la professionnalisation et des compétences supplémentaires que nous donnons à la sécurité privée. D'abord, l'obligation de séjour d'au moins 5 ans d'un étranger hors Union européenne qui est nécessaire pour que le CNAPS, dont je salue le dirigeant ici, et le travail important de transformation qu'il a pu faire, s'assure avec un recul suffisant de la probité et de la moralité des agents que vous embauchez. Il ne serait pas normal, il ne serait pas souhaitable, et pour la sécurité nationale, il ne serait pas acceptable que des agents de sécurité privée puissent être embauchés, agir avec un certain nombre de pouvoirs sur la voie publique, comme pour les organisations de grands événements sportifs, par exemple, et de s'apercevoir que ces personnes ont des casiers judiciaires fournis ou font partie de personnes qui sont soupçonnées par d'autres pays en lien avec des entreprises terroristes. Chacun le sait, chacun trouve que cette proposition est évidemment concrète. Je veux dire que si nous laissons trop rapidement, entre le moment de la régularisation de la personne qui vient de l'étranger et l'agrément donné par le CNAPS, un temps qui serait trop court, nous ne pouvons pas garantir cette probité, cette moralité dont la France a besoin et dont vous-même d'ailleurs aurez à subir la publicité négative si cela devait se savoir. Donc si cette obligation de séjour d'au moins 5 ans pour les étrangers hors Union européenne vous pose un certain nombre de problèmes, de changements, parce qu'il limite le recrutement, je crois qu'il y a des moments où le recrutement peut être limité dans la mesure où la souveraineté nationale doit être sauvegardée. La connaissance minimale également de notre langue est évidemment indispensable pour pouvoir exercer correctement le métier d'agent de sécurité et interagir avec nos concitoyens, et pour que nos concitoyens acceptent cette légitimité de sécurité de la part de l'agent de sécurité privée. Il existait certes un test de branche équivalent au test B1. Le maintien du recours à ce test dont les organismes qui le faisaient passer étaient les seuls garants de la qualité n'était pas suffisant. Il est donc préférable pour le gouvernement de s'en tenir au test de connaissance du français de France Éducation Internationale et au test d'évaluation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Concernant la connaissance des principes de la République, la durée de la formation initiale, rassurez-vous, ne sera pas bougée et restera établie à 175 heures. Le nouveau module sera donc dispensé sous ce plafond. Les agents déjà en fonction bénéficieront du même module une fois dans leur parcours professionnel. C'est aussi un point très important entre la probité que j'ai évoquée sur la régularisation des personnes depuis plus de 5 ans sur le territoire national, du fait qu'ils doivent connaître et parler le français, le fait qu'ils partagent un minimum de valeurs de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes, le fait de ne pas condamner l'homosexualité, bref, d'avoir un certain nombre de principes qui correspondent à la vie en société à laquelle ils vont devoir s'affronter chaque jour, nous paraît le minimum minimorum que nous attendons, pas simplement des agents de sécurité privée, mais de toute personne qui reste sur le territoire national. Enfin, je veux dire un mot sur l'harmonisation des tenues, un sujet qui vous inquiète ou qui vous a beaucoup inquiété. Un arrêté, Monsieur le Président, est en cours de rédaction et sera bientôt soumis à votre concertation, comme je m'étais engagé à Beauvau en juillet dernier. La loi prévoit que chacun porte un numéro d'identification, comme pour les policiers, comme pour les gendarmes. Monsieur le préfet, il faudra d'ailleurs rappeler à chaque fois qu'ils doivent bien le porter, c'est important.
pour renforcer la visibilité des agents, mais aussi les responsabiliser davantage. Il ne s'agit pas d'une tenue complète. Il s'agit de pouvoir distinguer par un numéro qui ne devrait pas générer de surcoût exponentiel et qui d'ailleurs pourra, ce coût, être discuté lorsque nous en discuterons de cet arrêté, de même que le délai pour entrer dans cette conformité, le délai, bien sûr, sans doute maximal étant l'organisation des jeux qui nous intéressent particulièrement. Sur tous ces sujets, nous avons avancé ensemble, je crois, pour permettre au CNAPS de se recentrer sur son cœur de métier, raison pour laquelle nous avons donc instauré une commission d'expertise, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, dont je viens de fixer la composition. S'agissant du CNAPS, je sais que vos attentes sont très fortes, à la fois sur l'organisation et sur les moyens. L'ordonnance du 30 mars a d'ores et déjà permis de recentrer l'action de cet établissement public sur ses missions de contrôle et de conseil. Et je crois que les premiers efforts se sont fait sentir, comme la réduction du stock de dossiers des commissions locales d'agrément et de contrôle, l'accélération de la délivrance des agréments, et désormais dans la seule main du directeur, avec l'apurement progressif des dossiers disciplinaires grâce à la mobilisation tout l'été de la CNAC, d'un certain nombre d'actions qui auparavant étaient sans doute trop diluées. Vous me permettrez de saluer devant vous Valérie Derouet-Mazoyer, qui vient d'être reconduite par le président de la République à la tête de ce collège, et le préfet Maillet, directeur de l'établissement, qui a conduit avec efficacité cette phase de changement, et l'ensemble des contrôleurs et des agents, ainsi que le président Delpech, qui est le président de la CNAC. Je voudrais désormais évoquer avec vous les moyens que nous mettons au service de notre ambition commune et les moyens budgétaires que l'État va mobiliser. Je pense notamment au financement en 2023 et 2024 du maintien de l'actualisation des compétences. Pour cela, l'État va mobiliser de manière exceptionnelle 22 millions d'euros permettant de former les 64 000 agents dont les cartes arriveront à expiration. À la création du titre de la carte professionnelle événementielle, l'objectif est de recruter de nouveaux publics à partir d'une formation certes allégée, 3 semaines contre 5. Et contrairement à ce que j'entends parfois, il faut voir ce dispositif comme une première étape dans un parcours de carrière et de professionnalisation, en visant bien sûr un public d'étudiants, mais aussi de jeunes, personnes en recherche d'emploi. Il permettra de repérer les plus motivés et de bénéficier d'une formation complémentaire d'agents de prévention et de sécurité. Je veux d'ailleurs dire que j'ai demandé au préfet d'Île-de-France, particulièrement touché par l'organisation des Jeux Olympiques et des Coupe du Monde de rugby, mais bientôt à tous les préfets de la République, avec leurs collègues de Pôle emploi, d'appeler l'intégralité, soit des personnes qui avaient une carte professionnelle de sécurité privée, puisque les chiffres qu'il y a sur ma possession, c'est que 50% de ceux qui ont une carte de sécurité ne sont pas dans vos entreprises, et une grande partie d'entre eux sont quand même au chômage. Donc il y a là sans doute assez rapidement un certain nombre de personnes que nous pouvons convaincre de revenir vers le travail. Sans doute que la réforme de l'assurance chômage les aidera également à retrouver ce chemin. Et par ailleurs, effectivement, auprès de ceux qui sont éloignés de la vie de la sécurité privée, une communication que vous avez appelée de vos voeux avec l'augmentation des salaires qui était nécessaire dans votre branche, vous le savez mieux que personne, pour que certains d'entre eux puissent y découvrir effectivement une activité professionnelle qui a son importance de plus en plus grande dans notre société. J'entends le besoin d'aller plus loin pour répondre aux besoins des Jeux Olympiques. Et j'ai entendu votre discours, Monsieur le Président, comme vos propos depuis que nous nous rencontrons. Vous souhaitez ainsi, vous n'en avez pas parlé dans votre discours, mais je l'ai bien compris la dernière fois, accroître les formations à distance, comme lors de la crise sanitaire, afin d'attirer des profils différents, notamment étudiants. Je n'y suis pas opposé, à la condition impérative, mais que vous partagez, que cela ne fragilise pas les conditions d'examen et n'affaiblisse pas, évidemment, la qualité du recrutement. La formation à distance sera donc possible à titre expérimental pour la formation au titre événementiel, par exemple, que j'évoquais à l'instant, sous la forme de conférences en ligne. De même, une partie seulement, du MAC pourra être partiellement assurée à distance, comme ce fut le cas pendant les années de pandémie en 2020 et 2021. Dans le même esprit, dans le cadre de la grande mobilisation, dans la modernisation du ministère de l'Intérieur, la loi que j'ai proposée évoque bien évidemment la sécurité privée. Nous avons décidé de créer une direction des partenariats de sécurité avec les entreprises de sécurité privée, mais aussi en lien avec la police municipale, trop absente de nos politiques publiques, et de toutes les entreprises qui travaillent autour de la sécurité, dont la cybersécurité. Aux côtés de la police et de la gendarmerie nationale, la montée en puissance des polices municipales et de la sécurité privée ne peut pas être plus
plus longtemps négligé. Et l'écosystème de cybersécurité doit être renforcé. Il y a d'ailleurs un lien entre la technologisation et le travail que vous faites avec l'ensemble de vos entreprises. Il faut donc offrir des relais, permettre aux entreprises que vous êtes de se sentir dans une communauté d'esprit et d'intérêt avec le ministère de l'Intérieur. Et comme le ministère des Armées s'est ouvert au monde de l'entreprise, nous allons renforcer cette belle initiative qui avait été déjà celle de la DEPSIS, avec son préfigurateur, que je remercie, et qui poursuivra plusieurs objectifs majeurs que nous partageons, dont le pilotage des relations avec les industriels de la sécurité, à l'image du programme d'expérimentation technologique que nous avons mis en place en vue des Jeux Olympiques. Construire une véritable doctrine de sécurité se fait avec les acteurs de la sécurité privée, pas simplement avec les acteurs de la gendarmerie et de la police nationale. Je vous propose donc de travailler ensemble dans les années à venir pour que le ministère de l'Intérieur soit aussi et pleinement votre ministère. C'est un message, et peut-être le message principal que je voulais vous passer ce matin. Bienvenue dans la grande famille du ministère de l'Intérieur. Il y a des inconvénients, mais il y a quelques avantages aussi. Enfin, j'en viens à la dernière partie de mon propos, après avoir rappelé ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous attendons donc de vous. Tout ce que nous avons entrepris ensemble ne suffira pas, bien sûr, si la profession, si vous, la branche prévention-sécurité, ne relayez pas les actions que nous mettons collectivement en place. Je pense notamment à des choses qui sont entièrement dans vos mains. La revalorisation des salaires, j'attends avec impatience cette signature sociale pour que nous puissions enfin travailler de nouveau, puisqu'on a dit qu'on se reverrait avec votre bureau, les associations et les entreprises professionnelles une fois que cette convention sociale serait signée. L'effort collectif aussi des entreprises et des donneurs d'ordre qui ne doivent pas casser les prix, parce que si on vous demande d'augmenter les salaires et d'avoir des prestations à hauteur, il faut évidemment que ceux qui commandent ne jouent pas toujours le moins-disant pour saper les efforts de qualité que vous essayez de mettre en place. Et je n'ignore pas la responsabilité des acheteurs publics, mesdames et messieurs les élus locaux, mais aussi l'État, puisque 30% de l'achat de sécurité privée vient directement de la puissance publique. Et je donnerai une instruction directe au préfet de la République pour qu'il sensibilise puis qu'il sanctionne, notamment les marchés publics qui mettraient trop de place pour les moins-disants, alors que nous essayons de faire monter en gamme la branche professionnelle que vous représentez. Organiser la campagne de recrutement des nouveaux agents privés, de sécurité privée, en s'appuyant sur une communication harmonisée pour toute la filière. Je voulais vous dire ici que nous sommes à votre disposition pour la relayer. Je vous proposerai, Monsieur le Président, soit dans les visites d'entreprises qui sont adhérents du GES, soit en lien avec mon collègue ministre du Travail, avec lequel je travaille beaucoup pour votre profession, notamment en mettant en place la lumière sur les formations et sur le travail qu'on fera avec Pôle emploi pour retrouver un certain nombre de personnels dans les semaines et les mois qui viennent, mais aussi pour regarder la féminisation de vos métiers, puisque 15%, je crois, seulement de femmes sont au rendez-vous de vos emplois, alors que nous aurons besoin de bien plus de féminisation, de manière générale, mais pour tenir aussi notre défi de la Coupe du monde de rugby et plus certainement encore des Jeux olympiques. Face au défi des Jeux olympiques, j'attends aussi que la branche ne laisse pas à des organismes privés la seule responsabilité de porter le titre événementiel. Il est capital qu'elle s'empare de cet outil en faisant une promotion tous azimuts, en complément des efforts que mènent Pôle emploi et le ministère du Travail. Je rencontrerai vendredi matin les donneurs d'ordre des Jeux olympiques. Je me suis entretenu avec eux hier, d'ailleurs, au téléphone, avant l'interview que j'ai donnée au journal Les Échos, pour leur rappeler qu'un certain nombre d'appels d'offres, sans doute, mériteraient peut-être d'être vus ou être relancés, tant un certain nombre d'entre eux, pas tous, soit n'ont pas eu les réponses adéquates, en entendant ce que vous avez évoqué, notamment la question du logement, qui peut être problématique pour tous ceux qui viennent de province. Et ce n'est pas un mot méchant de ma part, moi qui suis un élu provincial, mais aussi pour rappeler que la qualité des montants que de ces appels d'offres est au rendez-vous de la qualité des prestations qui seront au rendez-vous, puisqu'on sait bien que dans les Jeux olympiques de Londres, c'est une des difficultés qu'a connu le comité d'organisation, que cette absence en nombre de la sécurité privée, et les policiers, les gendarmes et les militaires ne pourront pas remplacer tout le monde, et ce n'est d'ailleurs pas souhaitable. J'aurai donc rendez-vous avec M. Estanguet dans les prochaines heures, c'est-à-dire demain matin.
Mesdames et messieurs, les rendez-vous de 2023-2024 doivent agir pour nous tous comme un accélérateur. Un accélérateur pour la transformation du ministère de l'Intérieur dans le domaine anti-drone, cyber, dans la lutte antiterroriste, dans l'ordre public, dans la lutte contre la délinquance, dans la gestion des flux, mais aussi dans la sécurité civile. Mais bien sûr, d'accélérateur pour votre filière professionnelle et vos entreprises. Il y a plein de questions, plein de difficultés que posent les Jeux Olympiques. Il y a aussi de véritables réussites. Et si nous arrivons à gravir cette pente et à gagner la médaille d'or de la sécurité des Jeux Olympiques, alors nous aurons tous bien avancé et structuré des entreprises qui prennent de plus en plus de place et qui en prendront de plus en plus dans les années qui viennent. Je tiens à souligner que l'État a pris ses responsabilités en la matière et continuera donc à le faire. Et je sais que le GES, comme tous ses adhérents, ont un rôle majeur à jouer pour relever tous ces défis. Il faut que nous ayons tous donc une mobilisation sans faille, une concertation, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, pour travailler ensemble en équipe pour réussir. Dans les mois qui viennent, ce n'est pas simplement l'image du ministère de l'Intérieur ou de la sécurité privée qui est en jeu, c'est l'image du pays, la France, capable d'organiser le plus grand événement mondial, peut-être après l'enterrement de Madame la Reine d'Angleterre, qui va toucher évidemment l'intégralité de nos territoires, jusque nos territoires ultramarins les plus lointains, la Polynésie française bien évidemment, et la capacité de nos forces et des entreprises à garantir non seulement la sécurité, mais j'insiste sur ce point beaucoup auprès des policiers et des gendarmes, et donc auprès de vous, mais un sourire. Il n'est pas interdit d'assurer la sécurité et de dire bonjour en même temps. C'est, je crois, une belle image régalienne qu'offrent les agents des forces de l'ordre et donc ceux qui représentent d'une manière ou d'une autre la puissance publique, soit directement, soit par délégation comme vous. Je veux moi aussi vous dire, Monsieur le Président, à travers vous, à l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont ici, pour que vous le relayiez auprès de vos salariés, que nous sommes à disposition de chacun d'entre vous pour aider ceux qui connaissent agression inacceptable. Et je crois qu'il faut aussi dire que lorsqu'on agresse un agent de sécurité privée, c'est comme si on avait agressé un agent des forces de l'ordre. Lui qui fait respecter des règles à une société qui les respecte de moins en moins pour des raisons trop compliquées pour que je les expose désormais. Sinon, je vais vraiment retarder votre début de discussion entre professionnels. Mais les préfets sont sensibilisés, les policiers et les gendarmes sont à votre disposition pour accueillir en priorité les plaintes que vous pourrez déposer. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que j'en ai connaissance, je demande au service du ministère de l'Intérieur de regarder avec beaucoup de diligence les protections et les plaintes déposées par ceux qui sont agressés de manière inacceptable. Voilà, mesdames et messieurs, en vous remerciant de m'avoir invité ce matin. Je veux dire toute la confiance que j'ai dans notre réussite collective et vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que votre bureau, que j'ai l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, pour l'esprit constructif avec lequel nous travaillons. Espérons que nous puissions réussir collectivement dans 2 ans l'ensemble des événements que nous avons évoqués. Et comme on dit dans le Nord, puisqu'on ne va pas parler que aujourd'hui du monde savoyard, on fait comme on a dit. Hein, voilà. Et on ne change rien. Merci beaucoup.